Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Chers amis de Sud Radio, ça y est, à l'heure où je vous parle, on a franchi un cap sur les plus de 3 millions de vélos neufs vendus cette année en France. La barre des 1 million de vélos à assistance électrique vendus est franchie. De plus, avec 800 000 vélos produits en France, notre pays devient le leader des pays fabricants de vélos en Europe. Les Français sont donc dingues de leur bécane, de leur biclou. Sa popularité est immense au vélo. En libre service en ville, en mode gravel à la campagne, de fonction en entreprise, le vélo fait même partie d'un plan au plus haut sommet de l'État, baptisé, tenez-vous bien, le plan vélo. Sa pratique est à la fois une solution aux embouteillages, certes, mais surtout un remède à la surtension artérielle, à l'oxygénation du cerveau. Elle permettrait une plus grande vitalité sexuelle, une amélioration du sommeil. Bref, on en oublierait presque que c'est avant tout aussi le plus formidable moyen de découvrir une région au plus près de cette nature que nous aimons tant. C'est exactement ce que pense la Fédération française de cyclotourisme, forte de ses 110 000 licenciés qui s'éclatent tous les week-ends au guidon de leur VTT, VTC, gravel, vélo de route et autres VAE pour aller voir les cerisiers en fleurs en Allemagne, les phares de la côte bretonne ou les méandres de la Loire. Oui, la randonnée en vélo crée du lien, redonne du sens, est idéale pour la condition physique et permet la découverte des lieux inédits et de revoir la France sous un autre jour et surtout un autre rythme. Donc, allez hop en selle, car comme on dit à la Fédé, à vélo tout est plus beau. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour confirmer qu'à vélo tout est plus beau, nous avons invité Isabelle Gautron, directrice technique nationale de la Fédération française de cyclotourisme. Bonjour Isabelle, bonsoir plutôt. Bonsoir. Et nous avons Nicolas Edouin au téléphone, membre du comité directeur de la Fédération, président de la commission assurance à Mormant, en Seine-et-Marne en ce moment. Il est à Mormant en ce moment, Nicolas. Tout à fait, bonsoir à tous. Bonsoir, et puis nous rejoindra aussi, mais elle est là déjà, Lydie, donc elle est là, Lydie Chénaud, en direct de Montauban, qui a franchi pour la deuxième fois le col du Mont Ventoux, et puis elle est en vélo avec son mari, et elle nous parlera de sa passion pour la randonnée avec ses copines, puisque Lydie, votre fonction au sein de la Fédé, c'est d'être, attendez, je vais retrouver tout de suite, là, voilà, co-présidente de la commission féminine à la Fédération, c'est bien ça Lydie? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Donc exactement, oui. Parfait. On va commencer avec vous, Isabelle, pour parler du cyclotourisme. Qu'est-ce que c'est que cette pratique du cyclotourisme? Qu'est-ce que ça englobe, le vélo? Et c'est quoi? C'est de la randonnée à vélo, en fait? C'est de la randonnée à vélo avec un objectif touristique, c'est-à-dire de découvrir le patrimoine d'une région, d'un territoire, le patrimoine, que ce soit du patrimoine historique, au travers des bâtiments, de la pierre, mais ça peut être un patrimoine gustatif. Oui. Voilà, ça peut être une route des vins, par exemple. On dit ça au hasard. Vraiment au hasard. Vraiment au hasard. Ça peut être des paysages aussi. Ça peut être des paysages remarquables. Voilà, donc c'est le cyclotourisme, c'est allier une pratique sportive, une activité physique au plaisir des yeux et de la culture. Alors la première question que tous les auditeurs posent toujours, c'est oui, mais il faut être sportif pour faire du vélo, oui ou non? Non, il ne faut pas nécessairement être un grand sportif pour faire du vélo, surtout du cyclotourisme. Le cyclotourisme, c'est très certainement une pratique sportive qui s'adapte à tous les niveaux, étant donné que chacun va pédaler à sa vitesse, chacun va avoir le libre arbitre de choisir son itinéraire. On n'est pas obligé de prendre un itinéraire difficile pour aller d'un point A à un point B. Bien sûr, quand on est dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ça va être un petit peu plus complexe que si on est dans les Landes. Mais voilà, donc c'est vraiment une pratique qui s'ouvre à tout le monde et aujourd'hui on voit de plus en plus de familles qui, sans aucun entraînement particulier, font du vélo. Et puis les vélos se sont notablement améliorés aussi. Ils se sont beaucoup améliorés, ils sont plus confortables, ils sont plus légers, ils sont aussi à assistance électrique. Donc c'est quoi le prix d'un vélo classique? Ça va de combien de 300 à neuf, hein? Oui, neuf, oui, ça va de 300 € quand on va dans une grande surface spécialisée et on peut aller jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 000 € si vous prenez un gravel électrique. Voilà, donc c'est vraiment, il y a un budget pour tout le monde. Alors vous allez nous expliquer aussi tous comment on fait la différence entre les gravels, les VTT, les VTC, il y en a tellement, on ne sait plus, hein. C'est un truc incroyable. Ouais, c'est un peu complexe, Et en même temps, vous disiez qu'il ne faut pas être sportif, mais vous êtes une ancienne record woman du monde. Vous avez franchi la barre des 11 secondes sur 200 mètres en départ lancé en vélo. Des 12. Non, dans les 11, je ne suis pas passé sous la barre des 11. Aujourd'hui, passé sous la barre des 12. Oui, moi je suis passé sous la barre des 12. Recordman du monde. Voilà. Recordwoman, pardon. Voilà, c'est ça. En quelle année? En 86 aux États-Unis.
Bon, bravo, on est ravis toujours d'accueillir d'anciens champions de haut niveau. Et vous feriez aujourd'hui les 200 mètres en 12 secondes, 13 secondes, non ? Bon, en 12... Vous pourriez encore le faire. Ouais, si je m'entraîne un petit peu, je pense que mon objectif, ça serait de descendre sous les 13 en choisissant un vélodrome qui va vite. Hein. Ah voilà. Oui, très bien, oui, c'est bien. Nicolas Edouin, vous êtes membre du comité directeur de la Fédération, président de la commission assurance. Vous êtes en ce moment à Mormant et Seine-et-Marne. Vous pratiquez depuis combien de temps, vous ? Et qu'est-ce que le cyclotourisme vous a apporté à vous personnellement ? Écoutez, moi, je suis licencié depuis une trentaine d'années à la Fédération. Donc, autant vous dire que j'ai commencé très jeune dans ce qu'on appelle à la Fédération une école française de vélo. Ah, c'est chouette, et en ça. fait, en fait, l'école française de vélo, c'est l'école de la vie parce que on apprend à être autonome sur un vélo, on apprend à réparer quand survient une crevaison, parce que c'est le genre de chose qui peut arriver à vélo et qui peut arriver à tout le monde. Mm-hmm. Et puis, on apprend aussi à prendre des responsabilités. Moi, j'ai pris rapidement des responsabilités dans mon club. Et puis, j'ai gravi les différents échelons au niveau de la fédération, au niveau départemental, régional et maintenant au niveau national. Donc, c'est vraiment l'école de la vie et ça permet, comme le disait Isabelle, en pratiquant le cyclotourisme, déjà d'une part de préserver sa santé, mais également de découvrir des paysages, de découvrir des monuments, d'autres cultures. Donc, c'est vraiment une pratique très enrichissante. On rappelle que le maillage est important au sein de la fédération, 3000 clubs qui sont dans répartis sur toute la France. Les dom-tom aussi, ça compte ou pas ? Alors les dom-tom, c'est pas encore des territoires qui sont très développés. Mais ça commence. À La Réunion, on a une dizaine de clubs. Oui, parce que La Réunion, ça monte et ça descend. Hein. Voilà, et là, on a beaucoup de demandes sur la Guadeloupe. Et donc, aujourd'hui, on a 2 clubs qui fonctionnent très bien. Et là, on a un contact pour 7 nouveaux clubs sur la Guadeloupe. Donc, ça commence à se structurer. Pareil, ce côté tourisme qu'ils veulent et développer. Puis, en Guadeloupe, le vélo, c'est le sport national. Absolument, oui, c'est vrai. Alors, en adhérant à la fédération, en adhérant à un club, on prend une licence qui coûte à peu près 50 €, 51 € à l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'elle permet, cette licence ? Alors cette licence, je laisserai Nicolas intervenir. Nicolas, c'est le spécialiste, voilà. En tant qu'assureur lui-même. Voilà, donc la première chose, il y a la licence, elle apporte une assurance. Beaucoup de gens pensent qu'en faisant du vélo, ils sont assurés par leur assurance en responsabilité civile liée à leur habitation, ce qui n'est pas toujours le cas, et surtout selon le type de pratique qu'ils font. Donc voilà, donc il vaut mieux prévenir plutôt que de se retrouver devant une mauvaise surprise. Et là, la licence donne déjà ce premier avantage. Et puis après, il y a plein d'avantages. On a des partenaires cycles, on a des partenaires voyages, on a des partenaires village vacances qui permettent de pouvoir avoir des tarifs préférentiels sur vos vacances, en famille ou pas. Et puis il y a plein de petits avantages en fait qu'il faut aller voir. Voilà. Et puis depuis peu de temps, donc ça permet aussi d'avoir accès à des outils que l'on a sur Vélo en France pour faire ces circuits et avoir accès à certaines choses. D'excellents outils d'ailleurs pour se retrouver et pour avoir accès à peu près aux 3500 randonnées que propose la fédération. Et puis on fait des formations, ça veut dire que les gens ils viennent chercher de l'expertise. Avoir une licence, c'est aussi être dans un club et c'est avoir une vie sociale. On sait très bien que on a une population qui est plutôt des retraités, et on sait très bien qu'à un moment, cette vie sociale, elle est importante aussi. Bien sûr. Donc elle a plein d'avantages, cette licence. Lydie Chenot, vous nous confirmez que la vie sociale à vélo, c'est une façon de créer du lien, de faire du vélo. D'ailleurs, vous adorez pédaler entre copines, vous ? Oui, alors tout à fait, je confirme. Et moi, par rapport, je dirais, à mon camarade Nicolas, moi je suis une jeune licenciée, je veux dire, comparativement à lui, puisque moi j'ai 9 ans de licence. Ah oui. Et c'est grâce justement au maillage de ces clubs de la Fédération française de cyclotourisme, moi, que j'ai pu adhérer à un club, que j'ai trouvé un club par le bouche à oreille. Et c'est comme ça, en intégrant un club, j'ai pu partager la passion, découvrir d'autres gens qui pratiquaient le cyclotourisme au sens large, puisqu'il n'y a pas qu'une pratique dans le cyclotourisme, et puis surtout aussi rencontrer des copines et des féminines et dans les clubs, et puis échanger et progresser, gagner en autonomie grâce au club, grâce aussi, je dirais, aux gens qui partagent la même passion. Parce que ça, c'est une idée un peu reçue qu'on a tous, c'est que le cyclotourisme serait réservé à des hommes, mais pas du tout. Au contraire, les femmes adorent se retrouver entre copines, se balader dans la nature. Et vous allez nous en parler tout à l'heure, on va marquer une petite pause. Comment vous êtes parti avec 34 autres filles pendant 10 jours ? Vous êtes passé par le Massif central et ça a été une sacrée balade.
Tout à fait, une sacrée balade, 10 jours, 1000 km et presque 10 000 mètres de dénivelé. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure en direct avec vous à Montauban et on parle de cyclotourisme dans la France à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et justement, cette France, on a décidé de la découvrir à vélo aujourd'hui avec la Fédération française de cyclotourisme qui, après l'effet Covid, on a noté un engouement pour le vélo. Isabelle Gautron, qui est directrice technique nationale. Oui, il y a eu un engouement. Alors, il y a le vélo déjà depuis une dizaine d'années, ça progressait. On parlait beaucoup du vélo en ville. Et puis, on va dire que le Covid a fait que les gens avaient besoin de sortir, fuyaient un petit peu tous les transports en commun. Ouais. C'était assez... Les embouteillages. Et par conséquent, tout naturellement, ils se sont mis en vélo. Les villes ont fait des aménagements plus ou moins pertinents. Et du coup, les gens sont restés à vélo aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'ils restent à vélo aussi pour des raisons économiques. Absolument. Lydie Chenot, vous nous racontez, alors vous, votre périple avec 34 autres filles à vélo, où vous êtes partis d'où pour aller où c'était quoi comme opération ? Alors en fait, c'est un événement qui est fédéré par la Fédération française de cyclotourisme, qui est là pour fédérer les féminines à vélo. Ouais. Et donc, la première édition a eu lieu en 2012 à Paris. Et donc, c'est instauré tous les 4 ans, cette formule de fédérer les féminines pour rejoindre un lieu déterminé. 2016, c'était Strasbourg. 2020, ça a été Toulouse, mais reporté 2021 à cause Covid. Et donc, moi, j'ai participé et conduit un groupe de Strasbourg à Toulouse, de 34 féminines. C'est l'Alsace en général, là. D'accord. Et donc, nous avons fait ça en 10 étapes, en passant une belle diagonale, Dijon, Clermont-Ferrand, Vichy, Aurillac, Figeac, Montauban, Toulouse. Voilà. D'accord. Et vous, en tant que randonneuse à vélo, est-ce que vous avez senti parmi vos copines une réticence au départ à se dire « Oh là, ça va être long, ça va être dur, il faut être sportif ». Qu'est-ce qu'elles vous disaient ? Est-ce qu'elles ont été séduites ? Alors, elles étaient séduites tout à fait par le projet, mais derrière, s'est posé tout de suite la question, oui, effectivement, est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je vais y arriver ? Beaucoup de questions, de doutes. Mais en fait, on s'est bien préparé puisqu'on avait en amont organisé des sorties, un peu de coaching, de la nutrition. Une vraie préparation, alors. Oui, on a fait une vraie préparation. On a fait des petites formations de GPS pour savoir s'orienter, réparation, mécanique à vélo, comme a évoqué mon camarade Nicolas. Donc ça, c'est important de aussi être autonome dans les étapes, de savoir se diriger. Et puis aussi donner des conseils sur l'entraînement un petit peu pour se préparer. Parce que 10 jours de vélo de suite, en passant par le Massif central, notamment avec le pas de Pérol en 6e étape, n'était pas une petite affaire et beaucoup de doutes se sont posés. Et finalement, dans les souvenirs qu'on s'est créés dans ces 10 jours, ça a été formidable parce que finalement, quand on est arrivé au pas de Pérol, tout le monde l'a franchi haut les cœurs et tout le monde était ravi, même si pour certains, c'était un peu dans la souffrance, mais malgré tout le monde était heureux d'arriver en haut et ça, le soir, on ne faisait que de discuter de ce fameux pas de Pérol qui était la hantise de tout le monde pour ce voyage. Voilà. C'est vrai que quand on parle avec vous, qui faites du cyclotourisme, on entend toujours une distance, un temps pour le faire et puis un dénivelé aussi. On parle toujours de dénivelé. Oui. Tout à fait. Et quand on fait du cyclotourisme, justement, on peut faire ça à la journée, sur plusieurs étapes, sur 2 jours, 3 jours. En fait, il y a différentes pratiques. Mais l'intérêt aussi de pratiquer le cyclotourisme, c'est de préparer le voyage. Bien sûr. Ça, c'est vraiment aussi passionnant de savoir si on va faire des petites étapes, est-ce qu'on va rencontrer des points remarquables, des sites touristiques, des points de vue, quels hébergements on peut trouver, est-ce qu'on va camper, est-ce qu'on va aller dans un hôtel, dans une maison familiale. Ça fait partie aussi de l'ensemble de la création du parcours dans le domaine du cyclotourisme. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, Isabelle Gautron, vous m'avez dit au téléphone, ça permet de découvrir la France à un autre rythme et autrement. On la voit pas de la même façon que si on est en train, en voiture. Expliquez-nous ça. Quand on traverse la France pour se rendre d'un point à un autre en voiture, tout n'est pas accessible, tous les chemins ne le sont pas.
Et bien souvent, il y a des points remarquables que l'on ne voit pas, alors que maintenant, il y a des itinéraires cyclables qui sont créés pour que l'on passe à travers ces points remarquables. Exprès pour les voir. Exprès pour les voir. Et donc on gagne du temps, on gagne dans la découverte, dans la beauté de ce qu'on va voir, alors qu'en voiture, on va mettre la voiture sur un parking et ensuite, où on va s'y rendre à pied, ou alors on va, il y en a qui louent des vélos pour aller voir ce point, mais automatiquement, il y a quand même des choses intéressantes culturellement, intéressantes pour le patrimoine, que l'on voit pas en train ou en voiture. Ça, c'est clair. Et moi, je l'ai découvert avec le cyclotourisme. Hein. Donc moi, je suis passé du 200 mètres aux 200 km. Ça fait un choc. Ça fait un choc. Mais moi, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans le cyclotourisme, et c'est cette chose-là que je cherche à faire passer, et que l'on cherche, nous, à la fédération, à faire passer aux nouveaux, à ceux qui ne connaissent pas le vélo, qui ne connaissent pas notre sport, parce que ça reste un sport à part entière. Et donc, voilà, c'est ce côté, venez à votre rythme et découvrez ce que vous ne verrez jamais en voiture ou en train. Et est-ce qu'on découvre tout ça sur véloenfrance.fr, où il y a 4000 circuits à télécharger? C'est ça la clé, en fait, pour se lancer dans une opération de découverte de la France? Alors oui, bien sûr, le site Vélo en France, qui a été créé maintenant, enfin qui est développé maintenant depuis une dizaine d'années et qui progresse tous les ans, permet de proposer à tout le monde 4500 circuits sur la route, en VTT, en gravel. Maintenant, on commence à en mettre en gravel avec... alors, c'est pas un circuit que vous téléchargez comme ça et vous lancez. Il y a la description touristique, ce que vous allez y trouver. Vous pouvez aussi avoir accès à des hébergements, aux bonnes adresses. Les bonnes adresses, c'est par exemple, vous voulez un bon restaurant avec... on va être en Bourgogne, par exemple. Où on mange bien. Où on mange bien. Et puis, une petite bouteille de Nuit Saint-Georges pour accompagner tout ça. Eh bien, voilà, vous allez trouver tout ça sur le site Vélo en France. D'accord. Et puis, il y en aura pour tout le monde. Vous avez des circuits verts et des circuits noirs, donc comme en ski, hein. Le vert c'est facile et le noir c'est un peu plus difficile. Non, il est bien fait. Si tu allais voir tout à l'heure, enfin, hier quand j'ai préparé l'émission, c'était vraiment bien fait. On a envie de le tester, parce qu'on peut y aller en solo, en famille, avec des enfants. Enfin, tout est possible. Nicolas Edouin, pour nos auditeurs, essayez de nous préciser un petit peu les différences entre le gravel, le VTT, le VTC, le vélo de route. C'est quoi tous ces trucs? C'est des pratiques un petit peu différentes. Alors, ça reste du vélo, ça reste du cyclotourisme pour notre part, puisque nous, on exclut bien évidemment la compétition. Mais ce qui change, c'est la monture. Quand on a le vélo de route, on fait du vélo sur la route avec un vélo bien particulier, un cadre bien adapté, relativement léger en général d'ailleurs. Le guidon cintré. Comme ceux qu'on peut voir au Tour de France. Alors ceux du Tour de France, bien sûr, c'est des vélos de compétition. Oui, en carbone, ultra léger, voilà. fait pour aller vite. Là, le vélo de route, c'est un vélo, aussi. On peut mettre des sacoches dessus. Voilà, tout à fait. Donc là, après, on arrive Parce qu'il y en a, on peut pas. Il y en a, on peut pas. Non, c'est pas évident. Après, on arrive sur ce qu'on appelle la randonneuse, où là, le vélo est fait pour faire vraiment des grands parcours avec les sacoches. On peut partir une semaine en autonomie complète, avec vraiment les bagages, de quoi se changer, etc., etc. D'accord. Et puis le gravel qui a quand même un succès incroyable depuis quelques années. Le gravel, c'est un vélo... c'est la différence avec le VTC, c'est quoi ? C'est essentiellement le guidon, on va dire, la section des pneus. En fin de compte, le VTC... c'est un vélo tout chemin, c'est un vélo qui permet d'aller sur la route, d'aller sur des chemins. Comme le gravel, sauf qu'il y a le VTC, il a des sections de pneus ou de boyaux, mais c'est surtout des pneus relativement fins par rapport au gravel, et il y a un guidon plat. D'accord. Le gravel, en fin de compte, c'est un vélo qui est plus confortable que le VTC, pour une pratique un petit peu plus sportive. Le VTC, vous êtes haut en position, alors que sur le gravel, vous avez une position qui ressemble davantage à la route. Il a un guidon cintré, évasé et cintré, pour avoir beaucoup plus de
de stabilité, parce qu'un gravel, il est fait pour aller sur les chemins blancs ou sur les grands chemins. C'est quoi les chemins blancs? Les chemins blancs, vous savez, c'est des chemins dans les vignes, par exemple. Ah oui, d'accord. Dans les vignes. C'est marrant, on revient c'est toujours aux vignes. incroyable. C'est incroyable. Et par conséquent, c'est un chemin qui doit permettre d'utiliser, c'est un vélo qui doit permettre d'utiliser des chemins qui ne sont pas forcément avec de l'asphalte, mais qui n'ont pas de technicité particulière à employer pour pouvoir les emprunter. On ne doit pas descendre de vélo normalement. Avec un gravel, on fait tout à vélo. Voilà, et puis c'est une pratique beaucoup plus sportive que le VTC, et c'est une pratique surtout qui permet aussi de passer de la route au chemin et de donner encore des possibilités en termes de parcours. D'accord. Lydie Chenot, vous qui êtes coprésidente de la commission féminine de la Fédération, ce que vous aimez bien faire, vous, quand vous êtes en Alsace, que vous habitez à Stille, à côté, dans le Bas-Rhin, en Alsace, c'est des promenades thématiques. C'est quoi les promenades thématiques que propose la Fédération ? Après, les promenades thématiques, ça peut être s'appuyer donc sur le patrimoine, comme on l'a dit. Ça peut être, par exemple, on va parler des brasseries. Ça peut être une thématique, visiter les brasseries. Ça peut être les châteaux forts, une route des châteaux forts. Ça peut être aussi la route des vins, comme on l'a évoqué, surtout en Alsace. On peut la faire à l'automne avec l'été indien, où là, on a vraiment de belles couleurs. Ça peut être aussi les forts autour de Strasbourg, par exemple. Donc, il y a une multitude de thématiques. En fait, ça dépend de la curiosité que l'on a. Et après, avec un peu de recherche, on peut trouver un intérêt sur un parcours, sur différents sujets. D'accord. Et là, c'est vraiment l'évasion et le voyage. Ouais, c'est très bien. C'est très bien de thématiser comme ça des sorties randonnées. Ça donne un but et puis de se faire retrouver les gens autour d'un thème principal. C'est important parce que pour avoir du plaisir dans une randonnée, il faut que les gens y partagent un objectif. Alors, quand vous faites une randonnée le dimanche matin organisée par un club, et on en a là aussi pas loin de 3500 organisés toute l'année, il y a les gens qui vont venir juste pour faire 2 heures ou 3 heures de vélo. Mais vous avez ceux aussi qui vont venir sur la randonnée parce qu'elle a un thème particulier. Comme l'a dit Lydie, ça peut être la route des châteaux, ça peut être un thème particulier autour de la gastronomie ou autre. Et c'est ça qui fait que les gens y viennent. C'est ça qui fait que les gens, ils vont prendre... Malheureusement, mais quand c'est loin, ils sont bien obligés. Ils vont prendre leur voiture pour aller sur une randonnée et passer toute la journée à se retrouver ensemble dans la convivialité. Sur ce thème, dans la convivialité. Et le partage. Restez avec nous, chers amis Sud Radio. Dans un instant, avec la Fédération française de cyclotourisme, on va continuer à parler des grands événements fédéraux, la semaine fédérale, le mythique Paris-Brest-Paris. Et puis, bien sûr, avec Nicolas Edouin, on saura ce que ça veut dire le BCN et le BPF, qui sont des trucs que je ne savais pas. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous parlons cyclotourisme et cette façon intéressante, passionnante de redécouvrir notre beau pays avec Isabelle Gautron, directrice technique nationale de la Fédération française de cyclotourisme. Nicolas Edouin, membre du comité directeur de la Fédération, président de la commission assurance et qui est en ce moment en Seine-et-Marne, à Mormant. Il nous parlera aussi de la Seine-et-Marne si c'est vraiment un coin sympa à randonner. Et puis nous sommes aussi avec Lydie Chenot. Elle est en direct de Montauban et elle est coprésidente de la commission féminine à la Fédération. Alors avec vous, Nicolas Edouin, on va parler des grands événements que la Fédération organise, qui sont ouverts à tous et qui sont absolument passionnants, comme par exemple la semaine fédérale du 23 au 30 juillet à Pont-à-Mousson. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout à fait, c'est l'événement phare de l'année au niveau de la Fédération, où chaque année à un endroit différent de France. Donc cette année à Pont-à-Mousson, nous accueillons entre 8 000 et 10 000 touristes. C'est énorme, effectivement. C'est aussi un gros travail de bénévoles, puisqu'il y a plusieurs milliers de bénévoles. Et ça, on ne remerciera jamais en France, dans toutes les associations, les fédérations, le travail des bénévoles dans les régions et dans les départements et dans les communes. Ils sont incroyables, ces gens. Complètement, et on manque de bénévoles. Lançons un appel. Tout le temps, oui, il faut que les bénévoles rejoignent les organisateurs de nos randonnées, parce que bien trop souvent, il y a des randonnées qui sont annulées par manque de bénévoles. D'accord. Voilà. Ok. L'appel est lancé et on va sur le site internet pour retrouver tout ça. C'est ça. De la fédération. Donc continuez, Nicolas. Oui, donc en fait, au niveau de la semaine fédérale, le but c'est chaque jour des parcours sont proposés par les organisateurs
justement pour nous faire découvrir leur région avec une thématique bien déterminée en fonction de ce qu'il y a à découvrir sur place. Ça peut être des châteaux, ça peut être des vignobles éventuellement. Il faut être licencié pour participer à cette journée, la semaine fédérale. Il faut être licencié. Maintenant, il y a des cartes qui sont disponibles à la journée pour les participants qui souhaiteraient découvrir une journée. Très bien. Parfait. Parlez-nous du mythique. C'est tout à fait familial. Oui, en plus c'est familial. Donc c'est vraiment une journée de convivialité, de partage familial avec les enfants. Voilà, on pique-nique, on est au soleil, il fera beau. À Pont-à-Mousson, il fait toujours beau. C'est vrai, il fait beau. À cette époque de l'année. Parlez-nous du mythique Paris-Brest-Paris, qui est lui du 20 au 24 août cette année. Ça part du château d'Ambouillet, c'est 1219 km et c'est quoi, 80 heures, 90 heures de... 95 heures grand maximum. Au max, il faut le faire en 95 heures. D'accord. Il y a 8000 participants quand même. 8000 participants, il y a quasiment 60% d'étrangers. Ça vient de tous les continents, Australie, Chine, incroyable. Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un événement mondial. Et puis, on va dire que les premiers arrivants vont mettre un peu moins de 43 heures peut-être. Ah ouais, 43 heures, c'est le record du Paris-Brest. Le record, il doit être à 42 heures et quelques minutes, mais j'ai pas le temps exact. Et c'est pas des professionnels, Non, c'est pas des professionnels. Souvent, les gens qui viennent, alors ce sont des pratiquants très assidus, ce sont des très grands sportifs, parce que pour faire ce qu'ils font en 43 heures et même en moins de 50 heures, ça reste quand même de la même prouesse que les navigateurs qui vont faire le Vendée Globe où ils dorment très peu. Et puis voilà, donc c'est pas des professionnels, mais ce sont des spécialistes du longue distance. Ouais. Il y a un dénivelé de combien sur cette course-là? Alors là, vous m'avez posé une colle, je ne sais pas. Parce qu'il faut aller partir de Paris, du château d'Ambouillet, aller à Brest, puis revenir à Paris. Alors, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Le plus complexe, c'est de passer les Alpes Mancelles. Ah oui. Voilà. Et puis après c'est surtout le vent. Bien souvent, ce qui fait le record ou pas le record, c'est est-ce qu'on a le vent au retour ou pas. Voilà. Nicolas Edouin, membre du comité directeur de la fédération et président de la commission assurance à la Fédé. C'est quoi le BCN et le BPF? Alors le BCN, c'est le brevet du cyclotouriste national et le BPF, c'est le brevet des provinces françaises. Ce sont deux brevets qui se complètent en fait. L'idée, c'est de faire découvrir la France dans tous ses plus petits recoins. Il y a 6 sites par département qui ont été définis. Alors ça peut être des sites connus comme le Mont-Saint-Michel par exemple, mais ça peut être des sites moins connus mais qui présentent malgré tout un intérêt touristique. Et l'intérêt, c'est d'aller pointer à vélo dans un site par département pour le BCN ou l'ensemble des sites, donc les 6 sites par département pour le BPF. D'accord. Et pour les personnes qui veulent faire le BPF, par exemple, ça donne 534 sites en tout au niveau de la France entière à aller pointer, ce qui est quand même... c'est l'histoire d'une vie, non? Il faut mettre 10 ans pour faire ça, 15 ans, non? Même parfois plus, 20, 30, 40 ans pour certains. Autre opération qui a retenu mon attention, cap ou pas cap, du 5 au 8 mai, au 9 mai. Ça, c'est bien, ça, cette histoire. Ouais, c'est très bien. Résumez-nous. Alors, c'est une randonnée qui est sur 3 jours, sur le week-end du 8 mai, et qui permet de découvrir la presqu'île du Cotentin, le département de la Manche. Génial. Avec des parcours bien adaptés à tout le monde et qui va permettre de découvrir l'histoire. C'est quand même un département qui est riche en histoire, de Guillaume le Conquérant jusqu'à la guerre, jusqu'à la libération en juin 44. Ouais. Non, c'est une très belle randonnée sur laquelle il faut pas hésiter, il faut y aller. Lydie Chenot, vous participez à ces événements de la fédération? Est-ce qu'il y en a un qui a plus votre assentiment et ce que vous ferez facilement, qui vous a beaucoup séduit? Écoutez, moi, déjà, je fais les semaines fédérales, puisque là, on a cité Pont-à-Mousson, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Pâques en Provence, qui a eu lieu aussi comme événement, bien sûr, Pâques en Provence, ça c'est bien, ça. C'est quand ça? C'était le week-end dernier, c'est passé. C'était le week-end dernier, tout à fait. Donc, il y a différents événements sur lesquels on vient, on s'inscrit et on participe et on partage cette passion. D'accord. Les diagonales, c'est quoi? Les diagonales, alors les diagonales, c'est des diagonales dans toute la France. Dans toute la France, qui permet de partir d'un point limitrophe
à la France, c'est d'en rejoindre un autre. Il y en a 9 en tout. C'est ça. Il y a Brest-Menton, il y a Brest-Perpignan, il y a Dunkerque-Menton, Strasbourg-Prépignan, voilà. Andaille-Menton, Strasbourg-Andaille, Brest-Strasbourg. Enfin là, on s'amuse comme des petits fous. Il y en a hein. 9. Ça va de 900 et quelques kilomètres jusqu'à 1000, pas loin de 1500 kilomètres. Et là aussi, il y a un temps limite pour les faire. Donc, c'est le côté sportif du cyclotourisme. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement. Mais par contre, il y a un défi personnel que les gens se font, ou entre eux, entre amis aussi, d'avoir un temps limite pour faire ces longues distances. Alors, la Fédération française de cyclotourisme milite aussi pour bien savoir rouler. Il existe un savoir rouler à vélo. Alors ça, j'ignorais qu'il fallait qu'on apprenne à rouler à vélo. C'est simple, on pédale, on est en équilibre et on avance, non ? Alors oui, savoir rouler à vélo, non, c'est pas tout ça. Oui, non, ça serait... Si c'était... les gens pensent que c'est simple de faire du vélo. Or, savoir faire du vélo, c'est pas uniquement monter sur son vélo et tenir en équilibre. Savoir faire du vélo, c'est savoir... avoir les bons comportements, c'est-à-dire bien sûr connaître les règles de circulation, et puis savoir comment on évolue dans le partage de la route ou des chemins, de façon aussi à ce qu'il y ait de la courtoisie et de la convivialité. Le savoir rouler à vélo, c'est un programme qui est bien défini, c'est un programme interministériel, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement en 2018 et il est vraiment opérationnel depuis 2019, qui permet à des jeunes scolaires qui sont entre le CP et le CM2 d'avoir des séances d'apprentissage du vélo avant de rentrer au collège. L'objectif, c'est de pouvoir faire une génération de jeunes qui vont devenir des utilisateurs du vélo dans leur vie de tous les jours. Pas uniquement pour aller faire du sport, mais aussi pour aller travailler, pour aller à la piscine, pour aller, etc. Et donc, c'est pour favoriser aussi la pratique d'une activité physique et sportive chez les jeunes au quotidien, étant donné qu'on se rend compte qu'avec le Covid, eh bien, les jeunes font encore moins de sport qu'avant. Ah oui. Ceux-là, ils n'ont pas repris. Si nos cyclos ont repris, les jeunes, malheureusement, ne sont pas revenus sur une activité physique. Et c'est aussi pour réduire la mortalité des cyclistes qui augmente tous les ans, bien sûr par manque de comportement et aussi par rapport au partage de la route avec les automobilistes, sans stigmatiser personne. Donc voilà, donc c'est un programme du gouvernement qui se met en place dans les écoles, avec bien sûr nos clubs de la fédération qui, au travers de leurs éducateurs sportifs, interviennent auprès des enseignants pour mettre en place ce programme-là. Donc ça marche très très bien, ça monte en puissance et surtout, faut pas hésiter, si dans les collectivités, il y a des gens qui veulent mettre en place ce programme-là, dans les écoles ou dans les centres de loisirs, eh bien, ils peuvent contacter la fédération et on sera là pour leur répondre. Et dans les bons réflexes, j'ai noté, évidemment, la courtoisie, porter un casque, avoir un bon éclairage sur son vélo. Moi, je me balade souvent dans Paris ou ailleurs et je vois souvent que les cyclistes n'ont pas d'éclairage devant. Ils en ont un derrière, souvent, mais pas devant. Donc, on ne les voit pas forcément. Et il y a aussi comment savoir traverser un sens giratoire. Je m'étais jamais posé la question. Il y a une technique, non, pour traverser un giratoire ? Alors, je pense que un rond-point, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un rond-point. On se met où, alors, quand on est en vélo ? Alors, c'est un peu complexe, un rond-point, parce que déjà, ça va dépendre... on est dans le comportement. Là, on est vraiment purement dans le comportement, parce que déjà, savoir prendre un giratoire en voiture, il y en a plein qui savent pas le prendre. Est-ce que je le prends à droite ou à gauche ? Alors, si c'est un rond-point où il y a qu'une seule voie unique, de toute façon, vous le prenez bien au milieu. Si vous devez sortir ailleurs, il faut le prendre au centre. À vélo, c'est quand même complexe, parce qu'à vélo, il peut y avoir des marquages au sol. Alors, le marquage au sol qui va vous dire qu'il faut que vous restiez complètement à droite. Il faut faire attention de ne pas se faire, on va dire, cisailler si une voiture veut sortir du rond-point pour prendre à droite. Donc, il faut être très, très vigilant. Quand il n'y a pas de marquage au sol, selon que vous êtes tout seul ou pas tout seul... c'est compliqué. C'est très compliqué. En fait, il faut utiliser son regard et ses bras. Il faut utiliser son regard et ses bras. Et moi, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un qui est à l'aise sur un vélo... Sur un grand rond-point, n'hésite pas à aller au centre, mais toujours, il faut que tu joues des bras. Tu joues des bras, tu vas mettre ton bras bien à gauche pour dire que pour montrer que tu vas aller, et surtout dans les comportements, que ce soit sur un rond-point ou sur un carrefour ou même sur une priorité à droite, toujours chercher le regard de l'automobiliste quand on n'est pas sûr de ce que va faire l'autre. Exactement. Et ça, c'est valable en voiture aussi. Vous êtes d'accord avec Isabelle Gautron, Madame Chenot? Oui, complètement. Oui, il faut se regarder quand on fait du vélo.
Tout à fait. Il faut montrer qu'on s'est vu et que visuellement, on a perçu l'autre, parce que ça, c'est hyper important, quoi. Et dans tous vos déplacements entre femmes, vous n'avez jamais eu de soucis particuliers? Vous êtes toujours sorti de toutes les situations? Tout à fait, on s'est sorti de toutes les situations. Après, à chaque départ comme ça, quand surtout il y a des groupes, il faut être prudent, il faut garder des espaces entre les groupes, il faut rappeler les consignes de sécurité, parce que rouler en groupe, c'est pas la même chose que rouler tout seul. Donc, tous ces conseils que vient de donner Isabelle s'appliquent aussi à la notion de groupe, où c'est complètement différent. Il faut faire aussi attention aux uns et aux autres, mettre un serre-fil si quelqu'un a une panne, quelqu'un a un problème. Donc, il faut vraiment je dirais, codifier le déplacement et puis tout se passe bien. Il n'y a Absolument. En général pas de souci. On va marquer une petite pause, les amis. On se retrouve dans un instant pour que vous allez nous donner vos bons conseils pour visiter la France en vélo, en cyclotourisme. Chacun de vous trois, commencez à y réfléchir. On vous attend dans 5 minutes. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec Isabelle Gautron, directrice technique nationale de la Fédération française de cyclotourisme, Nicolas Héduin, membre du comité directeur de la Fédération et président de la commission assurance, et puis Lydie Chenot, qui est en direct de Montauban, qui est coprésidente de la commission féminine de la Fédération. Nous évoquons ce plaisir de découvrir la France à vélo. Une question pour vous, Nicolas Héduin. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'être en club? Quel est l'intérêt d'être en club pour quelqu'un qui veut découvrir la pratique du vélo? C'est mieux, il est mieux assuré, il est mieux pris en charge, tout est mieux? Alors déjà, le premier intérêt, c'est la convivialité, parce qu'effectivement, on peut faire du vélo tout seul, mais je suis d'accord. Quand on est à plusieurs, c'est plus sympa. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit par Lydie et Isabelle, c'est vrai que quand on est à plusieurs, on va plus loin, on fait des plus grandes distances, on fait des choses qu'on pense impensables. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt, c'est la force du groupe en fait. Le groupe, il vous porte sur le parcours et vous arrivez à la fin de la randonnée en vous disant « Ah oui, j'étais pas capable de faire ça, bah finalement je l'ai fait. Ouais. » Et c'est grâce au groupe. Voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi les échanges entre les différentes personnes, les petits conseils mécaniques, les conseils pour s'alimenter, pour se vêtir. Donc c'est vraiment l'échange et la convivialité. Isabelle, est-ce que les grands circuits en France sont bien tenus, sont en forme, comme par exemple la Via Rona, la Vélocénie, la Grande Traversée du Jura, la Vélo Maritime, tout ça, c'est des circuits que vous conseillez qui sont... Oui, il y a des grands itinéraires, ce qu'on appelle les grands itinéraires, qui sont souvent des véloroutes ou des voies vertes, oui, et qui permettent de faire découvrir une région, et voire même plusieurs régions. Quand on prend la Vélodyssée qui part de Brest et qui arrive à Biarritz, quand on prend la Vélocénie qui part de Paris et qui arrive au Mont-Saint-Michel, ou la Loire à vélo, oui, ce sont des grands itinéraires qui sont très, très, très utilisés en famille, entre amis, voire même sur des défis sportifs. On est obligé de couper des départementales ou de franchir des routes. Tout n'est pas toujours tout sécurisé pour les vélos parfois. Non, alors le but, c'est quand même que les gens respectent le code de la route, bien sûr. C'est pas une course, ils le font à leur rythme pour découvrir le patrimoine de ces régions traversées. Alors bien souvent, il y a quand même de la signalisation qui permet aussi aux gens, quand ils arrivent sur un point dangereux, alors on n'aime pas dire dangereux, mais sur un point sensible, ouais. Eh bien d'avoir un échappatoire, une option pour le passer. Après, ce sont des itinéraires qui sont doux, et en général, les points complexes sont très, 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 très rares. C'est vrai. Lydie Chenot, quel est votre meilleur souvenir de randonneuse à vélo avec vos copines quand vous partez comme ça? Oh, écoutez, il y en a tellement. Je pense que il y en a beaucoup, mais celui qui a été le plus marquant, c'est quand même le groupe de 34 copines qui sont parties un petit peu à l'aventure. On y revient, hein. Ah oui, on y revient, parce que ça, c'est quand même exceptionnel de partir à 34 et d'arriver à 34. La force du groupe est là, et ça, c'est vraiment très, très important, parce que ça permet d'aider mentalement, physiquement, les gens qui sont en difficulté. C'est vraiment gratifiant de faire ce genre de périple en groupe, et puis ça demande aussi de l'adaptation, d'être flexible, d'accepter l'imprévu. Et ça fait partie aussi du cyclotourisme. Tout n'est pas écrit noir sur blanc et codifié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi des imprévus. Et ça fait partie de la découverte du cyclotourisme. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que c'est vrai que sur le plan de la santé, la pratique du vélo est vraiment un remède contre beaucoup de maux, MAUX?
Oui, oui, oui. Le vélo est un des 3 sports conseillés pour la santé, avec la randonnée pédestre, avec la natation. Et donc, Parce que le c'est vélo, doux, ça fait pas de mal aux articulations. alors c'est doux, c'est un sport porté. Donc Ah oui. les personnes qui ont des problèmes ou de dos ou de problèmes d'arthrose sont plus à l'aise sur un vélo que de faire de la marche ou autre. Et par conséquent, oui, c'est un sport qui est bon pour la tête. En parce plus. que ça permet de s'évader. C'est un sport au niveau cardiovasculaire qui est important parce que en plus de solliciter les grandes fonctions de l'organisme, eh bien, il permet une adaptation par rapport à sa propre santé et à ses aptitudes. Le vélo est le sport conseillé Oui, pour en les plus, gens. Et puis avec le vélo assistance électrique, oui. eh bien, on peut aller beaucoup plus loin dans l'âge. Aujourd'hui, on a beaucoup de cyclotouristes avancés en âge qui continuent à faire du vélo grâce au vélo assistance électrique. Qui leur a redonné un second souffle. En fait, Et qui leur- certaines personnes viennent au cyclotourisme par le vélo à assistance électrique. D'accord. Nicolas Edouin, vous êtes assureur, vous. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme assurance pour être vraiment blindé quand on veut faire du vélo? Bah, la garantie minimale, c'est la responsabilité civile, puisqu'effectivement, c'est la garantie qui couvre les dommages qu'on pourrait causer à autrui. Mhm. Hein, c'est celle qui est obligatoire, en tout cas, pour la pratique sportive dans les clubs. Et puis après, il n'y a pas que les dommages qu'on cause, il y a aussi les dommages qu'on peut subir. Alors surtout les dommages corporels, parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact. Mais les cyclotouristes, ils aiment bien leur vélo aussi, donc c'est important de bien couvrir son vélo si jamais il était endommagé ou s'il était Ou volé, parce exemple. que quand même, la plaie du cyclotouriste aujourd'hui en France, enfin du propriétaire de vélo, c'est le vol. C'est le vol. On est d'accord. Effectivement, oui, tout à fait. Donc il y a des remèdes maintenant électroniques, digitaux, de suivi de vol, de puces. Oui, oui, il y a des gens qui mettent une puce, un GPS pour savoir où est le vélo. Certains vélos en sont équipés dès l'achat. D'accord. Ça, vous le conseillez, ça? C'est mieux quand même, non, Je d'avoir pense que c'est mieux. Alors après, je pense qu'il faut raison garder. Il faut prendre les précautions par rapport aussi à son vélo, au prix de son vélo. Oui. Un vélo à 300 €, vous n'allez pas prendre la même garantie qu'un vélo à 7 ou 8 000 €. Donc voilà. Il y a des vélos à 8 000 € quand même. Ah, il y a des vélos beaucoup plus chers même. Hein, Ah oui, mais non, voilà, voilà. Faut arrêter, madame. Non, mais il y en a. Il y en a. Et donc, oui, il faut s'équiper d'un bon antivol qui soit pas... Ouais. On va pas couper d'un coup de cisaille. Bien sûr, on peut mettre, on l'a dit, un GPS. Et puis, surtout, oui, il faut prendre une assurance. Aujourd'hui, il faut prendre une assurance quand on a un vélo qui fait une certaine valeur. Est-ce que tous les déplacements sont avec des casques? Alors, C'est recommandé? c'est recommandé, c'est fortement recommandé. Le casque, il n'est pas obligatoire pour les personnes adultes. Il est D'accord. obligatoire à partir de 12 ans. Ah, ok, je savais pas. Voilà, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Ah. Il est obligatoire jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Et après, il est facultatif. Mais D'accord. nous, on prône le port du casque lorsque l'on pratique. Et aujourd'hui, on peut dire que en cyclotourisme, il y a 98% des personnes dans nos clubs qui portent le casque. D'accord. Nicolas Edouin, le prix de la licence, c'est combien, très exactement? Alors, le prix de la licence, il y a plusieurs volets dans la licence. Hein. Il y a la cotisation fédérale qui est à 29,50 €. Oui. Ça, c'est ce qui permet de faire vivre la fédération et ses comités également. Et puis, il y a les différentes formules d'assurance, avec la formule qui est prise par la grande majorité des cyclotouristes, c'est la formule intermédiaire qui coûte 22 € à l'année. Ok. Donc, et ensuite, il y a la part club, donc là, qui dépend par contre du club dans lequel on s'inscrit. Donc, on a une licence au final qui est quand même relativement peu chère. Très bien. Et Nicolas Edouin, pour terminer cette émission qui va bientôt se clore, racontez-nous votre plus beau souvenir de randonneur assis à vélo. Ah ben écoutez, un des plus beaux souvenirs, c'est une trace Vélocio que j'ai réalisée avec des amis pour justement rejoindre Pâques en Provence il y a quelques années. Ah, on revient encore à J'ai- Pâques en Provence. C'est Ben, vraiment- c'est ça. Gros succès, hein. Exactement. Et j'ai réalisé mon record de kilomètres à la journée, qui est de 250 kilomètres. Donc, je me croyais pas capable de ça. Et comme je disais tout à l'heure, la force du groupe m'a permis de le faire.
Très bien. Isabelle, votre plus beau souvenir? Alors, il a parlé de Vélocio. Une petite parenthèse, Vélocio, c'est l'inventeur du cyclotourisme. C'est un personnage incroyable, un Français, qui a pratiquement inventé la philosophie du cyclotourisme. C'est ça, la philosophie et les grands principes. Oui. Alors moi, mon plus beau souvenir, ça va être le Téléthon en hiver 99. En hiver En hiver, oui, un Téléthon. On a fait Aubusson, là où il y a les tapisseries dans la Creuse, jusqu'à Paris pour aller remettre un chèque, je crois, à l'époque, de 200 000 francs au Téléthon. Et j'ai découvert des gens extraordinaires, engagés, et j'ai fait mon premier 200 km. Voilà. Dans le froid, en plus. Dans le froid. Et ça, c'est dur, non? Non, c'était un véritable plaisir. D'accord. Et vous, Lydie Chenot? Écoutez, vous n'allez pas nous parler de Pâques en Provence, quand même? Non, mais moi, ça a été aussi mon premier 200 km. Je me suis lancé un défi et donc j'ai dit pourquoi pas, la météo est belle, je m'inscris. Et premier 200 km que j'ai fait il y a quelques années, où ça a été une première expérience de la longue distance, toute seule, en autonomie et dans un temps imparti. Et donc ça, vraiment, ça a été aussi un petit défi personnel, voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. En tout cas, vous nous encouragez, vous encouragez tous les auditeurs et auditrices, et les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est universel au niveau de l'âge, à faire du vélo. On retrouve tous les renseignements sur le site de la Fédé, dont vous allez nous donner l'adresse. Isabelle. Alors, véloenfrance.fr pour les itinéraires, et sinon ffvélo.fr pour tous les conseils dont vous avez besoin. Allez hop, en selle et un vélo, tout est beau. C'est vrai, c'est le site c'est le slogan de la Fédé. C'est ça, tout est plus beau. Tout est plus beau. Merci beaucoup Isabelle Gautron. Merci beaucoup Nicolas Edouin et Lydie Chenot d'avoir participé à cet vélo, à cette émission sur le vélo pour découvrir la France autrement. À bientôt. Salut.